Portrait de 3 événements militants à Montréal qui ont attiré mon attention en ce dernier mois de l'année 2024. Mets ton drapeau dans ma face. Elle a le droit de le brandir, son drapeau. C'est drôle, hein? C'est la police qui est censée nous protéger. Action de perturbation légère du cocktail de financement à plus de 1 000 $ le billet de la ministre des Affaires étrangères du Canada. Les manifestants demandent l'application d'un embargo total sur les armes ou pièces d'armement canadiennes en direction d'Israël, de manière directe ou indirecte. L'action ici est de mettre de la pression sur la ministre. Talonner, partout où l'on peut, les politiciens qui ont le pouvoir d'agir à leur mesure contre le génocide de Gaza qui se poursuit sans relâche. Et malgré le consensus mondial selon lequel Israël commet bien un génocide à Gaza depuis plus d'une année, les armes et les pièces d'armement canadiennes continuent de couler vers Israël illégalement sous la loi canadienne et sous la loi internationale. Pour moi, la personnalité de l'année sur la couverture du Times, ça ne devrait pas être Trump, mais plutôt tous ces militantes solidaires du peuple palestinien, luttant sans relâche depuis 1 an, quelle que soit la météo, pour la justice et contre le génocide. Yes. Ouais. Oui, salut. Donc aujourd'hui, on fait un repas communautaire en soutien aux accusés de Valero qui sont à leur dernière journée de procès à la Cour municipale de Montréal. Par les accusés de Valero, il fait référence à des militantes écologistes qui ont bloqué le terminal de pétrole de Valero dans Montréal-Est le 19 octobre 2022, pendant plus de 24 heures, en s'enchaînant aux installations portuaires et en bloquant la porte d'entrée avec un immense container. OK, on a potage, compote, de la résistance pour tous et toutes. Puis ton groupe, c'est quoi? On est les greniers agricoles. Puis votre but, c'est quoi? Là? C'est de politiser les luttes paysannes puis de nourrir la résistance. T'es pris avec la cuillère. Parce que le juge expliquait que, de ce que je comprends, en fait, je peux pas reprendre ses mots à lui, je suis pas juriste, mais sa crainte, c'est d'ouvrir une brèche. Que s'il nous déclare non coupable, ben, c'est un précédent, tu sais, on peut refaire des actions comme ça n'importe quand, mais là, justement, Julius Gray disait non, c'est pas une ouverture de brèche. C'est un cas très spécifique, la défense de nécessité, où on a prouvé dans ce cas-ci, tu sais, que les critères d'une défense de nécessité sont remplis. L'imminence de la crise, le fait qu'on a utilisé plein d'autres moyens, ça n'a pas marché, l'aspect existentiel de cette crise qui pèse sur l'humanité. Aussi, les femmes disent souvent que c'est les premières victimes du capitalisme et de la crise environnementale. Ben oui, moi j'en ai parlé quand j'ai fait mon témoignage. Donc, quand on est une femme, on va vivre différemment les impacts. Par exemple, je pense aux Autochtones, aux gens des Premières Nations à Fort Chippewa, qui vivent les impacts de l'exploitation des sables bitumineux. Eux, souvent, ce sont elles qui prennent soin de la communauté. Donc, quand la communauté est malade parce qu'il y a des problématiques environnementales, les femmes vont être surmobilisées pour protéger la communauté, pour prendre soin. Donc, ça, c'est un impact sexo-spécifique, mais il y a aussi le fait, par exemple, qu'elles ne vont pas avoir les mêmes chances dans les emplois. Donc, souvent, elles se retrouvent dans des emplois moins bien rémunérés quand elles en ont. Souvent, elles n'en ont pas. Puis parfois, souvent, elles se retrouvent aussi à être exploitées sexuellement ou victimes de violences dans ce qu'on, par exemple, on observe à Fort McMurray, c'est le cas. Donc ça, c'est des impacts sexo-spécifiques. Mais là, c'est un petit peu théorique ce que je raconte, mais tu sais, il faut retenir, en fait, c'est que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes impacts de ces industries-là. En après-midi, prenait fin le procès. Le juge peut prendre plusieurs jours avant de rendre de sa décision. Mais quel que soit le résultat du procès, les militantes écologistes demandent la fermeture du pipeline de la ligne 9B, qui est sévèrement corrodée, pouvant fuir à tout moment et contaminer des cours d'eau qui alimentent plus de 3 millions de personnes en eau potable.
Le pipeline de la ligne 9B transporte près de 300 000 barils de pétrole lourd par jour. L'année dernière, j'étais acheté une pin comme ça, puis une affiche, les limaces de mer. Je m'appelle Anaïs Hood, je suis militante avec Mobilisation 6600, puis ça fait 3 années maintenant qu'on organise le marché de Noël. C'est vraiment aussi un moment où est-ce que, dans le fond, on revendique nos usages citoyens parce que c'est un endroit qui est tellement fréquenté, que les gens aiment tellement venir se promener ici. Et puis, c'est seulement depuis septembre qu'on a appris qu'une petite partie de la friche serait effectivement protégée. Fait que c'est une grande victoire pour nous d'être là cette année, mais de manière moins illégale que d'habitude. C'est mon kiosque Argile et Oli, fait que... C'est comme des petits produits d'artisanat en céramique, faits maison, faits dans mon sous-sol. Qu'est-ce que ça te fait de justement donner un kiosque comme ça dans un lieu citoyen, en même temps revendicatif? C'est vraiment cool. Ouais. C'est le fun d'être politique, en même temps de faire la chose que t'aimes. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu vois, il y a plein de zines, il y a plein de... C'est un acte de résistance, en fait, aujourd'hui, d'être ici puis de faire un petit marché de Noël. C'est comme de l'entraide, ouais, voilà, avant le temps des fêtes. C'est quoi le concept de tes affiches de super-héros? Ben, c'est de dire finalement que maintenant, en date d'aujourd'hui, même Superman peut finir à la rue, tu sais. Donc, c'est juste un symbole pour parler d'itinérance, là. Ah ouais. Comment l'idée t'est venue? En traversant Hochelaga à chaque jour pour me rendre à mon atelier, puis en travaillant à la base sur la BD Résister Fleurir, on dirait que ça m'a amené à travailler de plus en plus sur les enjeux sociaux, puis ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose là-dessus. Puis on dirait que juste de leur mettre un masque, ça m'a débloqué, puis là, c'est ça, c'est une nouvelle série que j'ai toujours de terminer. On est la Guillotine, on est un collectif d'impression et d'édition féministe qui s'organise en mixité choisie. Puis on est aujourd'hui à la friche du terrain vague d'Hochelaga Maisonneuve, terrain à défendre et en lutte depuis trop d'années. On a aussi différentes affiches. Donc on a une pour le terrain vague Restera Vague, qui est une 2e édition d'une affiche qu'on avait produite il y a quelques années. L'école de la friche à défendre, qui avait été un feuillet qui a été produit il y a 1 an et demi dans une semaine d'action et de réflexion pour la défense du terrain vague. Et la thématique de notre agenda cette année est terrain d'essai. Comment utiliser la fiction, la science-fiction pour réimaginer d'autres façons de vivre notre présent, notre avenir et de réimaginer notre passé également. Au-delà, en fait, de tout ce qui est négatif que Raymond Logistique va amener au quartier, il y a aussi le fait d'avoir un espace qui est à toutes et tous, qui est ouvert à toute possibilité, en fait, qui n'est pas régi ou réglementé. Un espace où on peut rêver et s'inventer nous-mêmes, puis organiser, faire vivre, que ce soit les fêtes la nuit, permettre un espace d'hébergement le jour ou la nuit à des gens qui n'ont pas de logis puis qui ne savent pas où s'installer ailleurs, permettre aux gens de venir se promener, marcher avec leurs chiens. Ouais, un espace où on peut créer puis s'inventer quotidiennement. Il y a une nécessité de continuer à se battre pour défendre ces espaces-là, pour défendre les terrains vagues, pour défendre les espaces de liberté dans nos quartiers. Sauf qu'on en profite quand même pour continuer à revendiquer, parce que dans les plans ici, il est prévu qu'en plein milieu de la friche, il y aurait une butte avec un mur qui serait sans doute la plus grosse construction anti-bruit du monde. Fait qu'on je savais pas, ils veulent construire un gros mur. Ouais, vraiment en plein milieu ici. Fait qu'on va continuer à revendiquer ici les usages, le paysage, l'horizon, puis les jeux libres. Ouais.